Serge Federbouch, candidat au municipal de Paris 2020, président de l'association Aimer Paris. François Coq également, parmi nous, élu France Insoumise à la mairie de Champigny-sur-Marne. Merci, messieurs, d'être avec nous en direct sur RT France. C'était un jour important, peut-être même un tournant, puisque le grand débat national a été lancé en réponse à cette crise des Gilets jaunes. Et manifestement, bon, on n'a pas les chiffre officiel, mais manifestement, cette mobilisation reste étendue. Les Gilets jaunes ont répondu présent. Est-ce qu'on peut être étonné aujourd'hui, alors que ce grand débat a été lancé? François Coq, à vous l'honneur. Écoutez, M. Macron a triplement perdu son pari et c'est ce que démontre cette journée. D'abord, il a perdu le pari du nombre. On voit qu'il y a beaucoup de monde dans les différentes mobilisations et on constate aussi que le nombre de mobilisations lui-même est devenu extrêmement important. Vous venez de faire un petit tour de France des différentes mobilisations et on voit que finalement le processus s'étend. M. Macron a perdu le pari de la résolution et de la détermination des gens à aller de l'avant et à continuer à construire ensemble du collectif. Et puis enfin, M. Macron a effectivement perdu le pari de vouloir corseter le mouvement dans un cadre institutionnel. Parce que finalement, le grand débat qu'il nous promet n'est jamais rien d'autre que le fait de mettre des barrières pour empêcher la pensée commune de se développer. On a bien vu dans le débat qui a eu lieu hier à Souillac que les gens n'avaient pas accès à la ville, que le débat était présidé par un ministre, en toute indépendance bien sûr, que les personnes qui intervenaient étaient triées sur le volet et étaient désignées par les préfets de chaque département et M. Macron pouvait leur répondre. Autrement dit, c'était le débat de l'entre-soi. Et face à cet entre-soi de la caste, eh bien, les gens opposent la force de leur nombre, de leur résolution, de leurs convictions aujourd'hui. Ce n'est pas le même cadre. Et si on veut que ce mouvement continue à aller de l'avant, eh bien, il a raison de se répandre dans le champ hors institutionnel tel qu'il est aujourd'hui. Serge Federbouch, quel a été, entre guillemets, le problème de ce grand débat national? Est-ce que ça révèle tout simplement qu'il y a deux France, qu'il y a ceux qui s'en satisfont finalement, puisqu'on a vu quand même un président assez acclamé en Normandie, ou finalement ça a été une mauvaise manière de répondre à cette crise, selon vous? Alors, du vieux temps du tsarisme en Russie, il y avait ce qu'on appelait les villages Potemkin, c'est-à-dire que quand le tsar se déplaçait en province, parfois même à son insu, on organisait tout pour faire croire que tout allait mieux dans la meilleure des Russies alors que les gens crevaient de faim. Bon, là, on n'en est pas tout à fait là, mais il est évident que c'est une forme de subterfuge, de mise en scène. On est dans la théâtralisation de la politique. Les gens sont effectivement triés. Tout le monde ne peut pas être convoqué à ces débats. Il y a une manipulation et je crois que c'est quand même extrêmement évident et de ce fait-là, ça ne peut pas être convaincant. Ce sont des élus locaux, pardonnez-moi, qui sont tout de même représentatifs le problème, ça ignore la nature même du mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement populaire, c'est un mouvement d'appropriation directe par le peuple des décisions politiques. Et donc, s'adresser au corps intermédiaire, même aux élus, en fait, c'est contraire, finalement, à la philosophie du mouvement. C'est pas une réponse adaptée. Ça montre, en fait, que, alors qu'au départ, d'ailleurs, Emmanuel Macron méprisait un peu les élus, d'accord, et avait décidé, justement, de jouer à saute-mouton au-dessus de la classe dirigeante, il faisait semblant d'être, ou des élus, et il faisait semblant d'être une espèce de rénovateur de la vie politique de ce point de vue-là, eh bien là, il a été pris à son propre jeu. C'est-à-dire que là, il y a un vrai mouvement populaire authentique. Et qu'est-ce qu'il fait face à ce vrai mouvement populaire authentique? Il fait tout le contraire de ce qu'il avait dit précédemment et annoncé qu'il ferait, c'est-à-dire qu'il s'adresse à des élus et pas à n'importe lesquels. Ils sont triés justement pour ne pas poser problème. Donc il y a quelque chose de faux dans cette réponse qui ne fait qu'alimenter du coup l'insatisfaction, la frustration et le ressentiment un peu légitime des Gilets jaunes qui ne peuvent pas croire et adhérer à ce débat. Sur ce sujet spécifiquement, sur les violences policières qui font débat, il va sans dire que les violences sont parfois des deux côtés aussi, et les Gilets jaunes qui se sont succédés sur ce plateau l'admettent. Il n'empêche, le ministre de l'Intérieur qui se dit sidéré par les accusations de violences policières, il critique d'ailleurs certains responsables politiques de prendre parti pour les casseurs, pour celui de la sécurité. Ça a été le cas peut-être chez certains de vos collègues de la France Insoumise. Vous répondez quoi à Christophe Castaner quand vous entendez cette réplique? Les propos de M. Castaner sont proprement guignolesques. Voilà. Dire qu'il n'y a pas eu de violence policière, comme il l'affirme là, est un mensonge qui pourrait être un mensonge d'État. Très clairement, nous en sommes à 94 blessés graves, dont certains vont avoir des traumatismes permanents
pour le reste de leur vie. 1700 blessés au total. Donc nous en sommes aujourd'hui au stade où il y a une généralisation de la violence policière. Et celle-ci n'est pas la résultante des seuls agents du maintien de l'ordre. Ceux-là ont des consignes, il y a une chaîne de commandement et tout en haut de la chaîne de commandement, il y a des consignes politique. C'est là que M. Castaner intervient. Enfin, mais qu'est-ce qu'est en train de faire M. Castaner? Est-ce qu'il est en train d'entraîner des gens pour Paris 2024 pour essayer de gagner la médaille d'or au ball-trap avec des flashballs? C'est ça qu'il est en train de faire. Donc, à un moment donné, il faut qu'on cesse cette instrumentalisation de la violence policière. M. Macron et M. Castaner se comportent comme les illibéraux. Vous savez, M. Orban ou en République tchèque. Et finalement, tous ceux que M. Macron met en contrepoint de sa politique, eh bien, ils se comportent exactement de la même manière, avec une politique libérale d'un côté et avec des violences et des répressions physiques face à toute opposition. Serge Federbusch, des consignes, nous dit François Coq. Vous êtes d'accord avec ça? Et si oui, à quelle fin, finalement, selon vous? À mon avis, il y a surtout une forme de laisser-aller, pas de blanc-seing, mais en fait, au départ, il y a eu très clairement des dispositions qui violent tout à fait les codes, l'éthique et les pratiques normales de ce type d'opération et de situation en France. Le fait de nasser les gens, le fait de leur dire entrez par exemple sur les Champs-Élysées, puis il ne se passera rien, puis ensuite de leur lancer des lacrymos et puis des grenades de désencerclement et de continuer par des flashballs alors qu'il n'y avait aucun comportement agressif pour faire monter la tension, c'est une forme, je dirais, où on laisse la brique sur le cou à des gens qui sont potentiellement d'abord mal formés pour faire face à cette situation, parce que ce n'est pas le rôle de la BAC ou de policiers de ce type qui sont censés faire face à des gangsters, vous voyez, de réprimer des mouvements de foule, et puis aussi de se dire ça va leur faire peur. Je crois qu'il y a eu un pari délibéré de la stratégie de l'attention et de la crainte en se disant les gilets jaunes vont avoir peur, il y a beaucoup de pères de famille, de mères de famille, de gens jeunes, de gens âgés, ils viendront plus, et donc c'est quand même une stratégie un peu terroriste. Je pèse mes mots, il y a quelque chose de très grave, et là je rejoins votre autre invité, il y a une forme de scandale d'État là-dedans, c'est-à-dire que ça ressemble à des pratiques qu'on voit chez Erdogan en Turquie, et considérer que ça puisse être le cas dans la France de 2019, pays des droits de l'homme, où normalement on avait, surtout depuis les attentats de 2015-2016, retissé le lien entre les forces de l'ordre et la population, tout ce travail finalement de meilleure qualité des relations entre les forces de l'ordre et la population a été anéanti, et ça c'est vraiment une des choses importantes qu'on pourra leur reprocher ensuite. Il y a également le débat sur les fameux LBD, ces lanceurs de balles. Il faut le rappeler, nous sommes le seul pays d'Europe à utiliser ces lanceurs de balles. Comment peut-on faire pour les éviter? Sont-elles nécessaires dans la stratégie sécuritaire du gouvernement? Elles sont nécessaires dans la stratégie du gouvernement, qui est celle de la provocation. Monsieur Castaner et de dit que si les forces de l'ordre allaient au contact, il y aurait encore plus de blessés. Oui, voilà sa réponse. Monsieur Castaner invente des choses, il raconte des récits qu'il fait sien, mais tout ça n'a pas d'existence propre. Tout ça est simplement une construction dans la tête de Monsieur Castaner. Oui, il faut interdire ces lanceurs, parce qu'on voit aujourd'hui les dégâts qu'ils occasionnent. Il ne s'agit même pas simplement de mieux former aujourd'hui celles et ceux qui les emploient. On voit aujourd'hui que la résultante de ce que cela produit, dès lors que ça s'applique à une politique dédiée qui vise à faire monter toujours le niveau de conflictualité dans le pays. Il faut faire cesser cette course à toujours plus de conflictualité entre les uns et les autres, et la politique de M. Macron ne conduit qu'à ça. Serge Federbusch, vous êtes candidat d'ailleurs à la municipale parisienne. Vous comprenez cette façon de bloquer les manifestants finalement? Je la comprends parfaitement, c'est de la provocation, c'est tout. C'est-à-dire qu'ils essaient de faire peur à la population parisienne, parce que si la population parisienne rejoignait de manière plus importante les Gilets jaunes, ça commencera à devenir beaucoup plus compliqué pour eux, en les nassant. Quand M. Castaner dit « oui, on ne peut pas faire autrement, M. Nunes, que d'utiliser des flashballs », mais ils n'ont jamais vu, ces braves gens, qu'ils descendent dans la rue, ils n'ont jamais vu l'effet, par exemple, des canons à eau. Ça suffit largement, les canons à eau, pour dissiper des gens qui seraient particulièrement nerveux ou excités. Donc la stratégie d'utiliser le flashball, c'est délibérément la volonté de faire peur, de faire mal et même de blesser. Et je pense qu'un jour ou l'autre, ces gens-là devront répondre de leur comportement et des ordres qu'ils ont donnés devant la justice, parce que le peuple français ne peut pas tolérer que des gens qui sont payés par eux, parce que ces élus sont payés par les impôts du peuple, eh bien donnent des ordres et laissent agir et ne répriment jamais. Il n'y a aucune procédure disciplinaire depuis le début
de ces événements qui n'ait été engagé, à ma connaissance, contre le moindre gendarme ou le moindre CRS ou membre de la BAC qui est blessé. Quelqu'un aucune. Alors, il y a quand même des enquêtes en cours, effectivement, par la police des polices. On regarde ces images en direct. François Coq, on se satisfaisait en début d'édition de ce calme qui semblait régner. Et c'est un petit peu toujours la même chose, si j'ose dire, tous les samedis. Ça se finit souvent avec des gaz lacrymaux, des grenades assourdissantes. On en a entendu une en direct tout à l'heure. Comment vous l'expliquez, vous, cette violence? Bon, vous en avez donné une partie, un début d'explication tout à l'heure, des provocations de la part des autorités. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement essayer, comme notre invité tout à l'heure, William Tank, nous le disait, de négocier en amont, comme dans d'autres pays, pour éviter ces violences? Est-ce qu'elles sont nécessaires? Mais comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de violence quand nous sommes dans un état de siège permanent en ce moment dans ce pays et que l'état de siège est érigé en mode de gouvernement par M. Macron? Vous avez vu à Souillac, la ville était cadenassée. Les gens ne pouvaient même plus rentrer dans la ville dans laquelle ils habitent. Ce matin, place des Invalides, les gens ne pouvaient pas accéder sans faire un détour de plusieurs kilomètres au rassemblement des Gilets jaunes. Là, on vient d'avoir un témoignage où, et on le voit sur vos images, les gens sont tranquillement en train de manifester et où à un moment donné, ils ne peuvent plus sortir et de fait, le niveau de tension monte. Autrement dit, tout ça est une construction et moi, ce que je constate, c'est que la force des Gilets jaunes, c'est justement de savoir prendre le contre-pied et de ne pas être là où l'attend le pouvoir macroniste. On a vu aujourd'hui que les manifestations se passent dans une ambiance extrêmement bon enfant, avec toujours le même calme et la même résolution. Eh bien, tous ceux qui voudraient construire un récit sur cette opposition d'une violence à une autre, qui permettrait à M. Macron de passer pour celui qui est le détenteur de l'ordre dans ce pays, eh bien ce récit-là tombe à l'eau, tout simplement parce que la force du peuple est plus grande que celle du pouvoir aujourd'hui. Regardez ces images, toujours les mêmes, effectivement, des gaz lacrymaux. Serge Federbourg, on peut se demander qu'est-ce qui met le feu aux poudres. À un moment donné, il y a également, il faut quand même le rappeler, messieurs, des manifestations autorisées à certains points de Paris. Il ne faut pas oublier ici, on se donne devoir quand même de ne pas être partiaux. Il y a quand même des commerçants, il y a des Parisiens, pour certains qui n'en peuvent plus de ces manifestations. Est-ce qu'on a tout de même le droit de dire une manifestation, ça doit avoir lieu dans un tel périmètre? Et effectivement, il y a un emploi de la force après des forces de l'ordre. Les manifestations sont déclaratives et elles ne peuvent être interdites que s'il y a un risque réel de trouble à l'ordre public. Il y a une tonne de jurisprudence sur la question. Et là, on n'est pas du tout dans une menace à l'ordre public. C'est complètement, même pas préventif. Non, la volonté de répression, elle est, je crois, vraiment un élément d'une stratégie de l'attention pour faire peur à l'électorat, je dirais, centriste, aux classes moyennes, en leur disant c'est moi ou le chaos, hein, c'est la vieille rengaine, c'est moi ou le chaos. Mais pour l'instant, on a un chaos qui se répète de semaine en semaine avec des gilets jaunes qui sont quand même très calmes. Il y a un mot qu'on n'a pas entendu depuis le début, une expression qu'on n'a pas entendue depuis le début de ces manifestations, c'est l'expression cocktail Molotov. Dans toutes les manifestations depuis pratiquement le début du XXe siècle, ce genre de choses apparaissait et les manifestants mettaient le feu, vous voyez, à des véhicules ou lançaient ça dans des bombes incendiaires sur les forces de l'ordre. Jamais ça n'a été fait par les Gilets jaunes depuis le début, depuis l'acte 1. Donc ça prouve bien quand même qu'il y a une volonté pacifique, une démarche pacifique. Il y a eu des casseurs tout de même, Serge Federbusch, il faut être honnête, avec les dégâts que l'on sait sous l'Arc de Triomphe. Alors effectivement, ils semblent peut-être se réduire, ces casseurs. Il y a eu beaucoup d'interpellations, effectivement, 12 interpellations aujourd'hui, c'est beaucoup moins que les fois précédentes. François Coq. Oui, il y a eu moins d'interpellations, mais au bout d'un moment, la question, et je reviens à celle que vous posiez tout à l'heure, c'est comment on sort de ça. Et de fait, la porte de sortie, on le voit aujourd'hui, au moment où l'acte 10 des Gilets jaunes, l'acte 10 populaire, est en confrontation avec l'acte 2 présidentiel, l'acte 2 de M. Macron avec le débat qu'il a tenu à Souillac, on voit bien dans la période où est la dynamique et où est le ressenti et la volonté populaire partagée par le grand nombre. Il y a d'un côté l'entre-soi, d'un côté le fait que M. Macron érige le fait d'être en campagne de manière permanente comme une nouvelle manière de gouverner le pays, ça s'appelle la tyrannie de la communication d'une certaine façon, et de l'autre, il y a celles et ceux qui, par rapport à cette impolitique, cette mauvaise politique, cette politique qui ne va pas dans le sens du grand nombre et de la volonté générale, et bien de l'autre côté, il y a celles et ceux qui espèrent un débouché progressiste, humaniste, émancipateur, et à un moment donné que
peuple se refonde lui-même, que le peuple se réinstitutionnalise. Je ne sais pas si les gens doivent aller dans les débats de M. Macron, mais s'ils y vont, ils doivent pouvoir donner à voir qu'ils en sortent autre chose que ce qu'ils sont en y rentrant. Vous restez avec nous, messieurs. Ce manifestant qui exprime tout de même sa colère, ça doit pour lui se terminer forcément par une démission d'Emmanuel Macron. Est-ce que tout de même, quand on est un vrai démocrate, ça doit être la solution? Serge Federbusch, n'en déplaise à beaucoup de monde dans ce pays, Emmanuel Macron a été élu à la majorité dans notre 5e République. Bien sûr, en fait, il a été élu. Il ne s'agit pas de dire que les élections sont désormais un processus qui n'a plus lieu d'être en France. Cela étant, il a été élu dans des circonstances assez particulières, puisqu'il y a eu une démolition de tous les candidats qui auraient pu lui faire de l'ombre successivement, à commencer par le président sortant, où un livre opportunément publié sans qu'il le maîtrise vraiment a complètement détruit son image. Ensuite, il y a eu François Fillon, où des scandales qui auraient pu sortir bien avant sont sortis au temps opportun. Tout a été comme ça. Donc il y a quand même une espèce de climat très étrange sur l'élection de Macron, qui explique aussi le ressenti et la frustration aujourd'hui de la population française. Alors ensuite, il y a un gros problème aussi de légitimité. Je crois que quand on est contesté à ce point, alors ça ne ressort pas peut-être de sa démission, mais au moins le fait de redonner la parole au peuple, comme l'avaient fait finalement les gaullistes dans les années 60. Serge Federbusch, mais on ne peut pas laisser passer ces images sans les commenter. Effectivement, encore beaucoup de violences. Alors là, on le voit, ce sont tout de même des violences de la part de certains manifestants. C'est toujours compliqué et délicat à commenter effectivement ce genre de choses. Ça peut susciter tout de même la colère, effectivement, aussi du pouvoir et de certains citoyens qui, je vous le rappelle, selon un dernier sondage, à 78% condamnent fermement la violence dans ce mouvement des Gilets jaunes qui, malgré tout, qui est un mouvement qui est malgré tout soutenu par la majorité. Vous comprenez que ça puisse tout de même choquer François Coq, ce genre d'image, et y compris chez les Français qui soutiennent les Gilets jaunes? Alors moi, très honnêtement, je vous le dis, je ne vois pas ce qui se passe, je ne sais pas quels sont regardez les tenants et les aboutissants de ces images. Je vous invite à commenter ces images en direct. Non, moi je ne commenterai pas, je suis incapable de vous dire quels sont les tenants et les aboutissants de ce qui se passe sur votre écran. Donc je ne peux pas le commenter. C'est certainement la voiture d'un simple citoyen. Ce que je peux vous dire, si aujourd'hui la violence est devenue et a pris la place qu'elle a dans le débat et dans la discussion politique, c'est justement le fait que les autres voies de dialogue démocratique, aujourd'hui, n'aboutissent plus. Ayez quand même en tête qu'il y a eu d'immenses mobilisations dans ce pays. Pourquoi vous refusez tout de même? Pardonnez-moi, je ne vois pas, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, madame. Dites-moi, madame, ce qui s'est passé. Alors, je vous écoute. Non, mais c'est pas ça. Dites-moi, expliquez-moi. C'est que voilà, il y a eu plusieurs Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 minutes? Quel est le niveau de confrontation en fonction de quoi? Je vous écoute. Pour moi, je n'ai pas donné mon avis ici, je suis journaliste et je pose des questions. Je ne peux pas, je suis incapable de le faire derrière l'écran. C'est a priori la voiture d'un simple citoyen. On ne croit pas beaucoup se tromper en disant cela. Il y a eu, vous le savez comme moi, plusieurs véhicules, notamment des voitures de luxe qu'on a vu être incendiées dans Paris. Est-ce qu'on est obligé d'en passer forcément par là pour se faire entendre? Alors vous allez me dire, il y a peut-être des colères saines. Qu'est-ce qu'une colère saine? On peut en débattre, Serge Federbusch. Alors moi, je crois qu'il faut voir qu'on est à 16h42. C'est ce que je lis sur votre écran. Donc les premières violences où les gilets jaunes provoquent ce genre de déprédation, ça commence à 16h42, alors que les premiers rassemblements étaient à 11h ce matin. Et on voit que ça succède à une série de grenades de désencerclement, de lacrymogènes, etc. Je crois que c'est malheureux. C'est sûr que quand on a un véhicule qu'on a payé et qu'on est et qu'on utilise, ça fait certainement pas plaisir. Et moi, ça me ferait pas plaisir de voir de la casse. Bon, mais moi, j'ai vu aussi de très près des casseurs, quelques-uns dans des petits trucs qui étaient empêchés de nuire par les gilets jaunes. Donc on ne peut pas nier qu'il y a des débordements, c'est sûr, mais il faut toujours se demander d'où viennent les premiers débordements. Il faut se demander en plus si ces débordements concernent tout le monde. C'est une infime fraction après 5 heures de manifestation à la suite d'actes de répression. Donc je crois qu'il faut, même si c'est extrêmement pénible pour les propriétaires de voitures et même si c'est à déplorer, on ne peut pas non plus faire abstraction du contexte, parce que la politique, c'est une histoire de contexte, y compris pour les manifestations. Donc je crois que si messieurs Castaner, Macron et Nunez ne mettaient pas les Français dans la situation d'avoir à se retrouver devant de tels actes de vandalisme, là, ils auraient joué leur rôle de ministre de la République ou de président de la République. Actuellement, ils ne le jouent pas parce qu'ils mettent
les gens dans la nasse, non seulement dans la nasse sur les manifestations, mais dans la nasse politique, par des dérivations, par des successions finalement de mensonges, de déni ou aussi de calomnie, parce que se faire calomnier en permanence, dire vous êtes des antisémites, des homophobes, des fascistes, les chemises brunes, les heures les plus sombres de la République, alors qu'on est un bon père de famille qui défile parce qu'on en a marre de perdre du pouvoir d'achat et on en a marre de la hausse des taxes sur le diesel, c'est quand même quelque chose d'assez insupportable à long terme. Alors qu'on voit un manifestant qui semble être blessé à terre, François Coq, quand on voit ces images, on ne se dit pas que la manifestation devrait peut-être commencer à devenir politique et aller effectivement s'exprimer. On a vu que des Gilets jaunes allaient faire des listes pour les européennes, avec d'ailleurs des sondages qui leur sont assez favorables. Ils les placeraient 4e aujourd'hui sur les listes. Est-ce que pour vous, ça serait une bonne réponse aujourd'hui, plutôt que de continuer cette manifestation tous les samedis avec ces images de violence? Mais le mouvement est politique depuis le début, madame. Depuis le début, il est profondément politique. Il n'est d'ailleurs que ça. Politique, par essence. Aujourd'hui, la question, c'est que les demandes légitimes du mouvement des Gilets jaunes ne sont pas prises en compte, ni les unes, ni les autres. Ni celles en termes de répartition des richesses. Monsieur Macron a fait un geste. Quel geste? Il a pris la poche dans l'argent des gens, dans leur poche droite, pour leur mettre dans leur poche gauche. Autrement dit, c'est juste un transfert d'une poche à l'autre pour les mêmes personnes. Il n'a certainement pas touché à la répartition des richesses, et celles et ceux qui sont les plus aisés, les mieux nantis dans ce pays, eux, sont comme toujours épargnés. Au contraire, ils continuent à se gaver. Et surtout, M. Macron n'a apporté aucune réponse en termes démocratiques. Son débat, son grand débat national, c'est de l'entre-soi. Il a déjà donné les conclusions. Et surtout, il ne vient pas sur la question fondamentale qui est celle posée par les Gilets jaunes, qui est la question démocratique, la question de la représentation. Nous commencions à avoir un débat, avant de devoir commenter ces images, sur la question de la légitimité. Il y a un problème dans ce pays parce qu'il y a une confrontation entre une double légitimité. Celle issue de l'élection il y a 18 mois à peine par laquelle M. Macron a été élu, et la légitimité populaire. Les gens veulent pouvoir rester souverains, rester maîtres de leurs décisions de manière permanente et sans entrave. C'est ça aujourd'hui la grande question. Et la démocratie représentative telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui n'est jamais rien d'autre aujourd'hui qu'une démocratie délégative. Les gens, une fois qu'ils sont élus, font ce qu'ils veulent d'une élection à une autre. Eh bien, celle-ci ne fonctionne plus. Les gens veulent pouvoir intervenir, pas simplement donner leur avis, entendez-moi bien, pas simplement donner leur avis. Ils veulent pouvoir décider. Ça passe par le fameux RIC. Ça passe notamment par le référendum d'initiative citoyenne. Mais entendez que ce référendum d'initiative citoyenne n'est jamais qu'une porte d'entrée pour une refonte beaucoup plus globale, à la fois de nos institutions, mais du peuple lui-même et des règles qu'il se donne. Vous avez entendu M. Macron, il a dit qu'il fallait revoir les pratiques démocratiques. M. Macron a tout faux. Ce ne sont pas les pratiques démocratiques, c'est la règle du jeu qu'il faut revoir. François Coq, tout de même, vous ne pensez pas qu'Emmanuel Macron lui demande de régler des problèmes qui datent de 4 décennies? Il est en train de réaliser effectivement peut-être qu'il y a une fracture multiple dans ce pays et qu'on lui demande en peu de temps tout de même de tout changer. Serge Federbusch, n'est pas de votre opinion? Moi, je crois qu'il est arrivé en disant justement, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais refonder tout. On crée la République en marche, ça met les partis, l'ancien système des partis à bas. Bon, très bien, mais derrière ça, c'est simplement la reconstitution d'un pouvoir et d'une espèce d'aventure personnelle avec une mise en scène depuis le début. Hein. C'est Jupiter, c'est la cour du Louvre, etc., etc. Et en réalité, M. Macron, c'est aussi une espèce d'alliance et une sorte de marionnette d'un certain nombre d'oligarques, il faut dire les choses comme elles sont, et qui a une politique qui est orientée pour un nombre assez réduit de personnes. C'est ça qu'il paye aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de poudre aux yeux et les mesures réellement concrètes ne concernent que peu d'individus. Donc c'est quelque chose quand même d'assez antidémocratique. Et la démocratie, ce n'est pas une démocratie avec clips, ça doit être une démocratie qui vit entre chaque scrutin, pas seulement à l'occasion d'un scrutin manipulé. Ce duplex qui nous a permis tout de même de relativiser effectivement des violences à certains points du rassemblement parisien, mais aussi beaucoup de calme de la part de ces gilets jaunes. On l'a vu, Éric Drouet qui appelle tout simplement à la dispersion à 17h. C'est important peut-être de ne pas tomber dans les travers de la violence pour faire passer un message, ou peut-être qu'on estime que cette violence est parfois nécessaire pour faire bouger les choses. Serge Federbusch. Je ne crois pas que la violence soit vraiment nécessaire.
Ce qu'il faut déplorer surtout, c'est que c'est d'une certaine manière à cause des actes de violence, des premiers actes de violence, que le pouvoir est bougé. Donc auparavant, il ne faisait rien. Si on compare, même si les choses sont très difficilement comparables, avec les mobilisations contre le mariage pour tous, moi je dis pas, il ne s'agit pas de faire d'une appréciation de la légitimité des demandes des uns ou des autres. Mais là, il y avait eu des gens par millions qui avaient défilé, qui avaient été absolument calmes. Ils se sont fait gazer, ils n'ont jamais répliqué, ils n'ont rien obtenu. Ça a été le mépris complet. Donc, il y a une espèce de tradition en France d'obtenir des choses, parfois à travers la violence. Ça avait été un peu le cas des bonnets rouges ou d'actions plus dures. Et ça, effectivement, rapidement, ça décrédibilise le pouvoir. Parce qu'ensuite, le pouvoir se trouve devant la situation d'avoir à durcir vraiment considérablement la répression. C'est ce qu'il a fait ces dernières semaines avec visiblement un laisser-aller sur l'utilisation des grenades et des tirs de balles en caoutchouc, ou alors a véritablement capitulé sans condition. Donc ils se sont mis eux-mêmes dans une nasse politique. Serge Fédère, je me permets de vous contredire parce que, en tout cas de vous apporter une forme de contradiction quand vous dites que ça décrédibilise le pouvoir. Pour certains, ça va décrédibiliser le mouvement. D'ailleurs, certains gilets jaunes appellent justement à rester calmes pour ne pas qu'on pollue leur mouvement. Et comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de Français, près de 80%, dénoncent ces violences. Est-ce que c'est pas contre-productif tout de même, François Coq? Ça décrédibilise le pouvoir uniquement, selon vous? Personne n'a intérêt à la violence. C'est d'abord une impasse pour le gouvernement. Très honnêtement, le spectacle qui est donné de notre pays depuis maintenant 10 semaines. 10 semaines et aujourd'hui à mettre au passif de M. Macron. Que M. Macron préside de cette manière, qu'il laisse les tensions s'exacerber, ne rien régler, ne rien proposer de nouveau, être totalement sourd aux demandes légitimes des Gilets jaunes, nous conduit à cette situation. Alors après que la violence soit devenue finalement la nouvelle forme de mobilisation sociale et qu'elle joue un rôle, eh bien de fait c'est le cas quand tous les mouvements précédents ont été réduits au silence et que M. Macron, finalement, qui n'est jamais rien d'autre que le pire de Sarkozy et le pire de Hollande, applique la même politique que Sarkozy était totalement sourd en 2010 au moment de la réforme des retraites, quand des millions de personnes ont été dans la rue. M. Hollande a fait exactement pareil en 2016 au moment de la loi travail, qui était d'ailleurs téléguidée derrière par M. Macron. Et bien, M. Macron a cru qu'il pourrait faire exactement pareil, sauf que les formes de mobilisation ont évolué. Il a suscité ça et aujourd'hui, il ne récolte jamais que la colère qu'il a semée. Serge Fédère, vous qui êtes candidat à la mairie de Paris, il y a beaucoup de commerçants aujourd'hui qui souffrent, c'est un vrai sujet. Moi, je discute avec des hôteliers, des restaurateurs qui ont vu leur chiffre d'affaires chuter ces dernières semaines. La faute au gouvernement, vous allez me dire encore une fois? Non, mais d'abord, il faut quand même relativiser les choses. C'est vrai que le commerce va très mal, en particulier à Paris, que le mouvement social, depuis à peu près 2 mois, n'a pas arrangé les choses. Cela dit, il y avait un ralentissement économique qui était déjà présent avant. Et donc, on voit arriver aussi une espèce de nouvelle manipulation qui va sortir, à mon avis, dans les semaines qui viennent. Il va y avoir des statistiques économiques mauvaises qui avaient commencé parce qu'il y a un rétrécissement en fait, de l'activité économique lié à des problèmes de crédit et à la situation internationale avec la Chine ou les États-Unis d'Amérique. Et donc, ils vont essayer de faire porter le chapeau de cette situation aux Gilets jaunes. C'est vrai que c'est pas bon, mais il faut voir qui est responsable de ça. Mais ça n'est pas que les Gilets jaunes qui vont pouvoir expliquer pourquoi, contrairement aux grandes annonces d'Emmanuel Macron, l'argent ne va pas ruisseler sur les Français après sa merveilleuse politique et pourquoi, en fait, les choses ne vont pas aller mieux. Et Paris souffre, c'est sûr, Paris souffre. Moi, en tant que Parisien et candidat, ancien élu de Paris, candidat aux élections, je ne m'en félicite pas. C'est quelque chose qui nous attriste tous, mais il ne faut pas non plus faire croire que les responsables de cette situation sont d'autres que ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui, parce que ce sont eux qui sont aux affaires, ce sont eux les responsables premiers de cette situation. Et ça sera le mot de la fin, en tout cas pour vous, messieurs. Merci Serge Fédère. Je rappelle que vous êtes candidat, comme vous l'avez dit, au municipal de Paris 2020, président de l'association Aimé Paris. François Coq, merci, élu La France Insoumise.